Est-ce que le beauty privilège ou le privilège de la beauté en français existe réellement? Le beauty privilège, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait d'avoir des avantages dans la vie, des opportunités qu'on n'aurait pas si on n'avait pas eu ce physique avantageux. On sait que l'apparence joue un rôle crucial, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde social ou même dans les médias. La question, c'est de savoir est-ce que ça a un réel impact dans notre vie, et notamment pour des criminels qui ont commis des choses affreuses. Est-ce qu'ils sont jugés plus favorablement parce qu'ils sont beaux? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble dans l'affaire d'aujourd'hui. Coucou besties, comment vous allez? Moi ça va, hormis la chaleur ambiante, je dirais qu'approximativement dans la pièce, là, avec les lumières et tout, il doit faire environ 1000 degrés, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Shaima, et ce que je fais relativement régulièrement, c'est que je me prépare et je te raconte une histoire de true crime. Donc si l'idée te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et j'aurai une petite annonce à faire à la fin de la vidéo, j'ai pas envie de polluer le début de la vidéo avec. C'est pas une annonce de dingo, hein, c'est juste je cherche des gens pour travailler avec moi. Je vous explique plus en détail à la fin de la vidéo ce que je recherche et on rentre tout droit dans l'affaire d'aujourd'hui. L'histoire du jour prend place en Corée du Sud, pas aux États-Unis. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez que beaucoup d'histoires que je vous raconte se passent aux États-Unis. Et aujourd'hui, on va dans la ville d'Ansan. C'est une ville qui se situe au sud-ouest de Séoul, à environ 2 heures de route, pas très loin de Incheon. Si vous êtes déjà allé en Corée du Sud, c'est là-bas où il y a l'un des 2 aéroports internationaux. J'aime pas trop cet aéroport, enfin je trouve qu'il est très mal placé. L'autre aéroport, celui de Gimpo, est beaucoup mieux, mais je suis pas sûre qu'il y ait des vols vers l'Europe depuis Gimpo. Bref, la ville d'Ansan, c'est une ville qui marie assez bien la modernité et l'industrie. C'est une ville qui s'est particulièrement industrialisée ces 50 dernières années après la guerre. Mais c'est une ville qui reste assez verte. Il y a beaucoup de parcs, il y a la mer et beaucoup de Coréens se rendent à Ansan pour profiter du plein air, de la nature, pour faire des activités d'extérieur. C'est dans ce cadre quasi idyllique que le 1er mai 2016, autour de 15h50, la partie inférieure d'un corps humain est retrouvée dans un sac de jute abandonné dans un fossé de drainage de bulles d'eau à Danwon-gu. Le corps de la victime est assez abîmé et la seule chose que la police peut déterminer, c'est que cette dernière mesurait entre 1m60 et 1m50. À ce moment-là de l'affaire, ils ne sont pas capables de dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Suite à cette découverte hors du commun, une unité d'enquête spéciale mobilisant plus de 900 hommes est mise en place et de nombreux drones sont apportés sur place pour pouvoir examiner l'environnement autour de la victime. Grâce aux efforts de la police, 3 jours plus tard, soit le 3 mai 2016, la partie supérieure du corps est retrouvée. Elle aussi a été emballée dans une couverture, elle-même placée dans un sac de jute et abandonnée dans un cours d'eau. Cette fois-ci, les enquêteurs ont un peu plus de chance puisque la zone où la partie supérieure du corps a été retrouvée est entourée de caméras de surveillance, ce qui pourra les aider par la suite à identifier le tueur. En attendant l'exploitation des images de surveillance, les recherches s'intensifient et les policiers distribuent des flyers comportant le groupe sanguin de la victime ainsi qu'une photo de la bague qui a été retrouvée sur elle. Finalement, c'est grâce à la prise d'empreintes sur la dépouille que l'affaire s'accélère. La victime est identifiée, il s'agit d'un homme d'une 40aine d'années qui est connu comme étant Monsieur Choi et qui a été porté disparu il y a plusieurs jours. Généralement, quand on trouve un corps aussi sauvagement attaqué, c'est que le tueur a un certain ressentiment envers sa victime et c'est ce pourquoi la police décide de s'intéresser dans un premier temps à l'entourage proche de Monsieur Choi en étudiant notamment ses relevés de téléphone. C'est ainsi qu'il s'intéresse de près à un jeune homme d'une 30aine d'années qui s'appelle Cho Song-ho et qui s'avère être le colocataire de Monsieur Choi. 2 jours plus tard, soit le 5 mai, la police fait une petite descente, une perquisition au domicile des 2 hommes qui se situe à Incheon. Sur place, ils retrouvent pas mal de taches de sang éparpillées un peu partout dans la maison. Ils retrouvent également Song-ho. Il l'embarque pour un petit interrogatoire et dans la foulée, il avoue qu'effectivement, c'est bien lui, le tueur de Monsieur Choi. Voilà, il se fait pas prier pour avouer. L'enquête a été rondement menée, c'est assez rapide, mais on aime bien quand ça se passe comme ça. Il y a un truc que je vous ai pas dit sur cette affaire, c'est qu'elle fait grand bruit dans les médias coréens à l'époque, notamment à cause de la violence avec laquelle la victime a été abattue et comment son corps a été traité. La façon dont Monsieur Choi a été démembré
va beaucoup choquer les Coréens. Et deuxième truc, c'est qu'en Corée, il y a une loi qui permet de protéger l'identité des victimes, notamment pour protéger leur famille, sauf qu'au vu de la violence qu'il y a eu, les juges coréens décident de révéler au grand public l'identité du tueur, à savoir Cho Song-ho. Cette décision de la Cour de justice coréenne va être énormément discutée, que ce soit en Corée ou à l'international, surtout parce que ça enfreint la présomption d'innocence. C'est ainsi que la Corée et le monde entier découvrent l'identité du tueur, Cho Song-ho, un garçon âgé de 30 ans en 2016 qui est né en 1986 et qui n'a rien du tout d'un tueur. On dirait clairement the boy next door, le voisin que t'aurais chez toi, un garçon que tu rencontrerais dans un bar, dans un restaurant. Il a vraiment la tête de monsieur tout le monde. Sur les photos de son arrestation, il est assez décontracté, il a un petit sweat à capuche gris. Les gens se disent qu'il est complètement ordinaire, enfin les filles le trouvent extrêmement beau et c'est là que le beauty privilège intervient puisque les gens se disent que ce garçon ordinaire, plutôt beau garçon qui a l'air d'être d'une bonne famille, ne pourrait pas avoir commis un acte aussi affreux. Comme quoi, le beauty privilège est loin d'être un mythe. On en apprend également un peu plus sur le passé de Cho Song-ho. Des anciennes connaissances à lui qui l'ont côtoyé au lycée vont donner des interviews dans les médias. D'ailleurs, je me demande s'ils ont été payés pour être interviewés ou pas. Et d'après les interviews, Song-ho aurait montré à l'époque des comportements dignes d'un sociopathe. Pour illustrer ses propos, l'interviewé parle d'un jour où Song-ho aurait tapé un chat à la patte, il lui aurait tapé avec un caillou sur la patte. Ses camarades de lycée à l'époque auraient tenté de l'arrêter et au moment où ils sont venus lui parler, il aurait dit « mais tant que je suis pas en train de me faire du mal à moi, je vois pas ce qui vous dérange. Je vais bien, le chat ce n'est qu'un animal, donc je vois pas pourquoi vous venez m'embêter. » L'interviewé a également évoqué le fait que Song-ho était assez impulsif et excessif dans ses réactions, ce qui colle plutôt bien avec le descriptif que la psychologie nous fait des sociopathes qui ont tendance à être impulsifs et exprimer leurs émotions à l'extrême. Bon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'auteur du drame, la réelle question est de savoir pourquoi il a fait ça, quel est le mobile derrière tout ça. Pour comprendre ce qui s'est passé en 2016, il faut remonter quelques années auparavant, en 2013, quand Cho Song-ho avait 27 ans et qu'il était en couple avec une jeune femme. Tout se passe hyper bien entre eux, si bien qu'ils décident d'ouvrir un café ensemble. Ils montent un business tous les deux. Et le café en question, c'est un café animalier. Le thème, c'est les chiens et ils l'ont appelé Mila Story. L'affaire est un succès, ça se passe super bien, ça roule pour le couple. Jusqu'en décembre 2016, donc 9 mois après l'ouverture du café, quand la petite amie de Song-ho de l'époque s'enfuit avec tout l'argent qu'ils ont fait. Ça le met dans une difficulté extrême. Il va continuer à gérer le restaurant pendant un certain temps, mais il n'arrive jamais réellement à renflouer les caisses. Ce qui fait qu'en décembre 2014, il met définitivement la clé sous la porte. Notre ami Song-ho se retrouve célibataire et pauvre. En fermant le restaurant, ses dettes ne se sont pas effacées et pour essayer de trouver de l'argent rapidement, il se met dans l'industrie de films pour adultes, donc il commence à vendre son corps pour gagner beaucoup d'argent. En janvier 2016, donc après avoir passé plus d'1 an dans cette industrie-là, il passe à autre chose. Il se trouve un métier un peu plus conventionnel, dira-t-on. Il devient réceptionniste dans un motel et quelques jours plus tard, il fait la connaissance de Monsieur Choi qui a été embauché pour le même poste que lui. C'est dans ce motel que les deux hommes se sont rencontrés. Malgré leur différence d'âge, le courant passe très bien entre eux, d'autant plus qu'ils vivaient tous les deux dans une chambre qui a été fournie par leur employeur, donc le motel. Après le boulot, ils se racontent leurs galères, ça les lie encore plus d'amitié, si bien que Monsieur Choi considère Song-ho comme son fils. Et vous allez comprendre que cette phrase est très bizarre au vu de la suite de l'histoire. 1 mois après leur arrivée dans le motel, les deux hommes se font virer en même temps quasiment, puisque le travail qu'ils fournissaient ne convenait pas à leur patron. Et de nouveau, Song-ho est dans la galère. Ils n'ont plus de logement et vu qu'ils s'entendent assez bien, Monsieur Choi propose à Song-ho de trouver une maison ensemble et d'emménager ensemble. Ainsi, le duo trouve un studio dans le bâtiment 202 à Yeonsu-dong avec une caution de 200 000 won et le loyer est de 300 000 won. Pour vous donner un ordre d'idée, 300 000 won, c'est 185 € à peu près.
et les deux se mettent d'accord sur la répartition des charges. Donc Monsieur Choi paye le loyer mensuellement et Song-ho de son côté il s'occupe de payer l'électricité, les différentes dépenses annexes et la nourriture. Ils prennent cette décision pour pouvoir faire économiser un peu d'argent à Song-ho parce que Monsieur Choi a retrouvé un emploi de son côté et au vu de la configuration et de la répartition des finances, ils mettent l'appartement, le bail au nom de Monsieur Choi. Ils emménagent officiellement ensemble le 26 février 2016 et au moment où ils s'installent, Song-ho n'a toujours pas trouvé de travail. Toujours la galère financière pour lui. Le 10 mars 2016, Song-ho revient d'une soirée karaoké avec plusieurs de ses amis lorsqu'il trouve Monsieur Choi à l'appartement. Ils ont une discussion tous les deux concernant les problèmes d'argent que Song-ho a, ce à quoi Monsieur Choi lui propose d'avoir des relations intimes avec lui en échange d'un gros billet. Au vu de sa difficulté à trouver un nouvel emploi, Song-ho accepte la proposition de Monsieur Choi. Et c'est à peu près à partir de là que l'histoire se complique, puisque Monsieur Choi ne va jamais honorer sa part du contrat. Il va avoir des relations intimes avec Song-ho, mais il ne va pas le payer. Cette histoire-là, elle va créer pas mal de tensions au sein du duo, puisque tous les jours, Song-ho va réclamer à Monsieur Choi son dû, sauf que Monsieur Choi n'a pas du tout envie de le payer. Le 31 mars 2016, au cours du dîner, Song-ho a demandé à Choi une énième fois son argent. Choi n'a pas voulu le payer, une grosse dispute s'en est suivie. Et à la fin, Choi a demandé à Song-ho de quitter le domicile puisque le bail était à son nom. Et les gars, le jour où vous installez avec quelqu'un, mettez toujours votre nom sur le bail, parce que même si vous arrangez, toi tu payes ci, toi tu payes ça, les deux noms sur le bail, c'est important. Ainsi, Song-ho a compris qu'il ne serait pas payé, qu'il était sur le point de se faire virer de l'appartement, il n'avait plus d'argent, il avait bientôt plus de maison, et la rancœur a commencé à grandir en lui, la rancœur et la colère. Le lendemain, Song-ho, qui a perdu une partie de sa raison, part acheter un couteau de cuisine avec une lame gigantesque, une lame de 19 cm qu'il cache dans son placard dans sa chambre et il essaye de penser à un plan pour récupérer l'argent. De son côté, Choi n'en démord pas, il veut que Song-ho quitte l'appartement, il lui laisse un peu de temps, donc il s'installe dans l'appartement qui a été fourni par son nouvel employeur, le nouvel hôtel où il bosse. Ils rentrent tous les 2 jours pour chercher de nouveaux vêtements et récupérer des trucs chez lui, et à chaque fois qu'il rentre, il y a une dispute avec Song-ho où il lui somme de quitter le studio qu'ils partagent tous les deux. Song-ho n'en démord pas, lui veut récupérer son argent. Il trouve un emploi dans une usine dans laquelle il subtilise un marteau le 12 avril et ça y est, son plan est prêt. Il se dit que ce soir-là, c'est tout ou rien. Il décide de poser un ultimatum à Choi en lui disant soit tu rends l'argent, soit tu meurs. Le soir même, à minuit 30, dans la nuit du 12 au 13 avril, Song-ho rentre du travail. En rentrant, il y a le frigo qui est directement à l'entrée, donc il cache le marteau derrière le frigo et il part parler avec Monsieur Choi. Choi, qui venait lui aussi de rentrer du travail, était couché dans le lit, il était en train de se reposer en regardant son téléphone. Dès que Song-ho a passé le pas de la porte, il a commencé à l'insulter à haute voix en lui demandant « Quand vas-tu quitter la maison comme je te l'ai demandé ?» Song-ho, qui était décidé à en finir avec Choi, lui a répondu tout simplement « Pourquoi ne me donnes-tu pas mon argent ? Si tu me donnes mon argent, je vais partir et tu n'entendras plus jamais parler de moi. » En réponse, Choi l'a insulté, lui a dit qu'il ne le payera jamais, qu'il avait bien profité de la nuit qu'ils ont eue tous les deux et il a commencé à insulter ses parents. Ne me demandez pas pourquoi il a fait ça, le seul truc qu'il a trouvé à répondre c'est d'insulter la maman de Song-ho. Ce move était pas très intelligent de la part de Choi, ça a juste intensifié et amplifié la violence de Song-ho qui, en entendant sa maman se faire insulter, a décidé de sortir le marteau qu'il venait de cacher et d'attaquer avec. En gros, il s'est approché de lui en le menaçant, en lui disant « Mais tu penses que t'es qui pour insulter mes parents de la sorte ?» Et lorsque Choi a vu qu'il tenait un marteau, qu'il a commencé à le menacer, il s'est levé, il a essayé de le repousser et en réponse,
Song-ho lui a donné un grand coup de marteau dans la poitrine. Dans la suite de la dispute, Song-ho reprend le dessus sur Choi. Il le frappe avec le marteau au niveau du visage, puis il le martèle au niveau de la poitrine. Il se saisit ensuite du couteau qu'il avait caché dans sa chambre, puis le plante à plusieurs reprises, ne lui laissant aucune chance. Lorsque Choi a arrêté de bouger, Song-ho a réalisé ce qui venait de se passer, qu'il était décédé. Il a donc rassemblé ses esprits, il a pris le couteau, il a commencé en fait à ouvrir son abdomen et sa poitrine pour en sortir tous ses organes. Après avoir découpé la majorité de ses organes, il les a placés dans des sacs plastiques, 5 plus précisément, puis il s'est débarrassé des sacs dans une décharge le 14 avril. Il a ensuite disposé le corps du quadragénaire dans la baignoire de la salle de bain, puisqu'ils habitent dans un studio, je vous le rappelle. L'endroit est assez exigu, il a replié les pieds de la victime pour pouvoir se servir au maximum de la salle de bain, et quand il voulait se laver, en fait il déplaçait juste le corps de Monsieur Choi en attendant de savoir ce qu'il allait faire de lui. Ça veut dire que pendant 10 jours, Song-ho, il s'est préparé tous les jours dans la salle de bain pour aller au travail avec le corps de Monsieur Choi juste à côté de lui. Il le déplaçait comme ça pour se préparer. L'image là, je la trouve assez dingue. Je sais pas comment on peut avoir autant de sang-froid. Le 25 avril, Song-ho a enfin décidé de se débarrasser de Choi. Il a découpé la partie haute et la partie basse du corps pour pouvoir les transporter plus facilement. Le 26 avril à 11h35, il a chargé les 2 sacs contenant le corps dans une voiture qu'il avait louée au préalable. Le 27 avril, dans la nuit, il a conduit la voiture et a abandonné la moitié inférieure du corps au temple bouddhiste d'Ansan. Et si on arrive à être assez précis sur la chronologie, c'est notamment grâce au fait que les images de surveillance ont enfin pu être exploitées par la police. Dans la foulée, il se débarrasse de la partie supérieure du corps de Choi et la suite de l'histoire, malheureusement, vous la connaissez. Suite à ses aveux, à l'enquête, à tout ce que je viens de vous décrire, Song-ho est placé en détention en attente de son procès. Et la question principale qui revient à la bouche de tout le monde, c'est: est-il responsable des actes qu'il a commis? Est-ce qu'il a une maladie mentale qui peut expliquer le sang-froid avec lequel il a agi ou pas finalement? L'évaluation psychiatrique a montré que le crime est dû à un trouble explosif intermittent, mais que Song-ho est complètement conscient du bien et du mal. Il est totalement conscient de ce qu'il a fait. Il est donc responsable de ses actes et c'est pourquoi le procureur de la justice requiert la peine capitale à l'encontre de Cho Song-ho. Le procès a été reporté une première fois puisque Song-ho a été soupçonné d'avoir pris des substances illicites. Finalement, il a été prouvé que les ingrédients qui ont été retrouvés dans les analyses sanguines de Song-ho étaient dus à un médicament qui lui avait été prescrit pour soigner un rhume. Le procès s'ouvre finalement le 28 octobre 2016 à Ansan. L'argument qui est principalement mis en avant par la défense, c'est le fait que Song-ho n'est pas responsable de ses actes. Il a agi sous couvert de son trouble explosif de la personnalité, mais cet argument a eu du mal à passer, notamment parce qu'il a prévu son crime. Pendant plusieurs jours, il est allé acheter un couteau, il a prévu de prendre le marteau de son travail, il savait qu'il allait le tuer. Il y a également le fait que Song-ho a essayé de dissimuler des preuves, il s'est débarrassé des organes, d'ailleurs ils n'ont jamais été retrouvés, ils ont certainement été broyés dans les déchetteries. Il a essayé d'orienter la police sur d'autres choses, en se séparant du corps à 2 endroits différents. Donc clairement l'argument de la non-responsabilité à cause de son trouble de la personnalité passe pas. À l'issue de son procès, Cho Song-ho est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il fait appel de sa décision et le 13 avril 2017, la haute cour de Séoul revient sur la peine et le transforme en 27 ans de prison. Cho Song-ho purge sa peine actuellement. En conclusion, pour répondre à la question que je vous ai posée en introduction, à savoir est-ce que le beauty privilege est réel, la réponse est oui. Il y a eu des études à ce sujet qui ont montré que les criminels qui sont perçus comme beaux aux yeux du public ont tendance à recevoir des peines beaucoup plus faibles que des criminels qui ont commis exactement la même chose et qui sont pas spécialement beaux. Les jurés et le public peuvent inconsciemment ou consciemment associer leur beauté à des traits de personnalité positifs, comme la bonté, l'innocence ou la fiabilité, ce qui vient altérer leur jugement lors du procès.
Il y a une étude qui a été publiée à ce sujet dans le Journal of Applied Social Psychology qui, comme je vous l'ai dit juste avant, révèle que des criminels plutôt beaux sont jugés de façon plus clémente par les jurés. On peut notamment citer le hot felon, celui qui a été surnommé hot felon par les médias, Jeremy Mix, qui à sa sortie de prison s'est vu offrir des contrats de mannequin, tout simplement parce qu'il a été jugé comme étant super beau, et qu'on le veuille ou non, les médias y sont pour beaucoup. Bref, je vais vous donner mon avis sur cette affaire. C'est assez compliqué d'avoir un avis finalement parce que j'ai de la peine pour Cho Song-ho. Je me dis que c'est un garçon qui était désespéré. Effectivement, je ne justifie pas ses actes. Je ne dis pas que lorsqu'on est indifférent avec quelqu'un, on peut pas le résoudre autrement, mais je peux comprendre son désespoir, sa colère. Il s'est fait finalement abuser par un homme beaucoup plus âgé que lui pour des questions d'argent, quelqu'un qui a profité de sa naïveté, de sa faiblesse pour pouvoir abuser de lui, et je comprends sa colère. Je comprends pas son acte, je ne justifie pas son acte, mais je comprends sa colère. 27 ans de prison, c'est un prix qui est relativement juste à payer pour ce qu'il a commis. Par contre, il y a un truc que j'ai pas du tout compris, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont blâmé Cho Song-ho de par son homosexualité. Alors, il n'a jamais avoué être homosexuel, je pense que s'il a vendu ses services à Monsieur Choi, c'est parce qu'il était désespéré financièrement. D'ailleurs, on sait qu'il a fait des films pour adultes parce qu'il avait besoin d'argent. Enfin, il l'a pas fait par plaisir. C'est un choix qui s'est imposé à lui. Il l'a pas fait de gaieté de cœur. Et au-delà de ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi on le blâme pour son homosexualité. Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'ont jugé très très mal, pas par rapport à ce qu'il a fait, mais par rapport au fait qu'il a eu des relations intimes avec Choi. Ça, j'ai pas compris. Autre truc qui m'a beaucoup dérangé, c'est pourquoi on a révélé son identité au public. Ça a permis de faire avancer quand même les choses, c'est-à-dire que maintenant, on ne révèle l'identité du tueur que si, et seulement si, je crois, il a fait des choses sur des enfants. Mais la famille de Song-ho s'est fait harceler suite à la diffusion de l'identité de ce dernier. Donc je pense pas que ce soit une bonne chose, soit toujours une bonne chose d'afficher la victime, sa famille, etc. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, ainsi s'achève notre histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment hâte de lire vos retours dessus parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai de la peine pour Song-ho. Ok, il a fait un truc affreux, mais je comprends sa détresse. Bref, si vous ne me suivez toujours pas, je vous invite à le faire maintenant. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur mes autres réseaux. Et concernant l'annonce dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo, je cherche des gens qui pourraient m'aider à écrire des vidéos, à faire des recherches pour les sujets que je vous proposerai, ou même à me proposer des sujets finalement. Je vais mettre, si j'oublie pas, un formulaire dans la barre de description où vous me mettrez, pas vos qualifications, mais vos motivations, etc. Bien sûr, c'est rémunéré, c'est pas bénévole. Et je vous mettrai également un autre formulaire pour me suggérer des idées d'affaires à traiter pour les vidéos à venir. Bref, c'est tout pour moi. On s'attrape sur la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.